Salut à tous les potes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une belle soirée. J'imagine qu'elle a été radieuse comme ici parce que voilà, on s'est... On a pris notre pied tout simplement, c'était fantastique, c'était incroyable, c'était un match qui est parti dans tous les sens avec des buts de zinzin, des exploits individuels, un scénario, l'Inter qui a toujours mené au score, qui s'est fait finalement égaliser et rattrapé par le Barça, mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une demi-finale de LDC aussi voilà, prolifique en but, et ça confirme tout ce qu'on disait depuis un petit moment sur le niveau de ces demi-finales. Alors c'est vrai qu'on a peut-être été un petit peu déçus par Arsenal hier face au PSG, mais on va évidemment revenir sur la prestation parisienne qui dans l'ensemble était très très bonne et qui a aussi montré la force collective et défensive de cette équipe. Et je pense qu'Arsenal c'est plus certaines limites offensives. Il faut aussi rendre hommage au travail de Luis Enrique, mais c'est vrai qu'avec le match de ce soir on a touché un petit peu au sublime, parce que franchement quand le Barça a accéléré c'était tellement fort, mais en même temps tu te rends compte que cette équipe aussi défensivement elle est perméable, et du coup que ça laisse un petit peu d'espoir à l'Inter. Et tu te dis, t'as un 2-0 au bout de 20 minutes, qu'est-ce qui se passe alors que l'Inter avait perdu ses 3 derniers matchs sans marquer de but. Finalement, il remarque le but du 3-2, et puis le Barça égalise genre 2 minutes après avec un coup de sommation sur le but de Rafinha. Vraiment, je me suis enthousiasmé à 2 reprises sur Twitter, mais vous savez, il y a des bruits qui sont satisfaisants dans la vie, il y a des trucs qu'on apprécie. Et bien le bruit de la barre transversale de Rafinha, je sais pas quel micro avait placé le réalisateur avec des champions, mais là franchement respect, parce que le micro il a capté le son vraiment en stéréo, on était trop bien, et vraiment le bruit il est fluide, et derrière avec la célébration du but c'est très très fort. Donc ouais, j'ai été comme vous tous, hyper enthousiaste par ce que j'ai vu. Évidemment, on va revenir là-dessus parce que voilà, on est ensemble pour une bonne heure. On va faire le débrief du Barça-Inter 3 partout. La victoire du PSG à Arsenal sur le score d'1-0. Évidemment, je veux aussi qu'on dise un petit mot sur les comment s'appelle les trophées UNFP, parce que comme vous le savez, on a eu voilà pas mal d'informations qui nous sont parvenues aujourd'hui sur voilà, meilleur espoir, meilleur gardien, meilleur joueur, meilleur coach. Donc évidemment, on va repasser ça en revue. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vois que vous êtes nombreux sur le chat, et je vois qu'il y a des habitués comme Zizou, comme Mich, comme Brandon, Hugo SSE sur le chat, modératrice. J'espère que vous êtes tous bien installés. On est ensemble pour faire pas mal de bruit sur justement ce qu'on a vu, parce que sincèrement ce match, waouh, il y a des matchs, tu sais, tu restes un peu scotché parce que on est à chaud là, vraiment, le match est terminé il y a un quart d'heure, mais celui-ci, ouais, je suis assez scotché par ce que j'ai vu, parce que d'un côté, je suis assez subjugué par la force collective de ce Barça qui arrive à répéter des actions, et aussi des joueurs au niveau du talent individuel, c'est juste incroyable. Encore une fois, Lamine Yamal et Pedri, et même Rafinha, parce que Rafinha on l'a peut-être un peu moins vu, mais le but qu'il met, enfin le contre son camp provoqué par Rafinha, c'est aussi une action où on se dit ok, il se passe quelque chose. Et dans l'autre sens, c'est vrai, comme je vous le disais, on s'attendait à ce que l'Inter soit un petit peu plus que dans le dur, soit une équipe qui vienne un petit peu en victime. Mais c'est pour ça, il faut toujours se rappeler que ces matchs de Ligue des Champions, c'est quand même des trucs un peu à part, ou même une équipe qu'on annonce un petit peu pas en position hyper délicate, mais un Inter qui ne nous a pas trop rassuré. Tu dis à tout moment, il peut se passer quelque chose, parce que t'entends la musique, t'as des retours comme Thuram et Dumfries, t'as l'équipe type, et là tu dis ok, là on a normalement tous nos gars. Alors évidemment, il y a eu de la casse ce soir, parce que tu fais bien de le dire, Hugo, dégoûté pour Koundé, parce que c'est vrai qu'il y a de la blessure. Il y a aussi Lautaro qui sort. Est-ce qu'ils seront là pour le retour? Ça a l'air d'être blessure musculaire, mais en une semaine, même pas une semaine, parce que le match retour est dès mardi, je me dis que ça va être vraiment tendu pour revoir ce type de joueurs. Donc voilà, c'est vrai qu'on le dit souvent, mais il y a beaucoup trop de matchs, et c'est pas parce on a envie voilà, de valoriser les joueurs qui gagnent très bien leur vie. Et je sais qu'il y en a qui disent bon, moi aussi j'ai vu les vidéos de Madison et Hugminson au centre d'entraînement de Tottenham. Moi aussi je me suis dit franchement t'aurais peut-être dû un petit peu persévérer pour pourquoi pas avoir leur vie. Bon, spoil, jamais j'aurais pu atteindre ne serait-ce que 10% de leur niveau, mais c'est toujours un peu voilà, une envie où tu dis quand même ils ont une vie, ces gars, c'est incroyable. Et au final, pour le plaisir quand même du jeu et de voir ce type de match, on a envie que les acteurs soient à 100%. Et c'est pour ça que j'espère qu'au niveau du calendrier on fera quand même des aménagements, parce que voilà, un Koundé qui joue autant de matchs, Lautaro, après évidemment la part des coachs on peut aussi les faire tourner
tourner, mais des fois tu peux pas parce que quand t'as l'Inter et que t'as que Lautaro et Thuram et derrière c'est Taremi, Arnautovic, Correa, c'est compliqué. Donc ouais, peut-être que les entraîneurs devraient faire plus tourner, peut-être que on ira vers des effectifs de top 14, je sais pas, mais ce qui est sûr c'est qu'on a une Coupe du Monde des clubs qui arrive et là c'est vraiment de plus en plus difficile pour les joueurs et les entraîneurs d'avoir des séquences de repos. Du coup, on va commencer petit à petit à faire le débrief, même si on a évidemment commencé. Damiano, bonsoir Scipion, un mot pour décrire ce match. Ouh, c'est délicat, parce qu'il y en a beaucoup qui me viennent à l'esprit. De toute façon, ça va être des mots qui sont des synonymes, hein. Ça va être magnifique, formidable, succulent, épatant, réjouissant, voilà. Plus que tout, j'aurais dit du plaisir, parce que on s'était dit qu'après ces quarts de finale, on allait avoir quand même 4 équipes en demi où tu sentais qu'il y avait du jeu, il y avait du talent à tous les étages. Et sincèrement, on n'a pas été déçus. Alors, je répète encore une fois, l'Arsenal PSG n'a pas tenu toutes ses promesses, mais il reste un match retour. Et peut-être que le match retour, on aura quelque chose parce qu'à tout moment, souvenez-vous, l'Aston Villa PSG, on pensait que c'était plié. Finalement, ça a donné un très bon match. Bon, en tant que neutre, parce que je pense qu'en tant que Parisien, t'as dû un petit peu être dans le flip. Mais ce Barça-Inter, c'est vrai qu'on se disait, bon. L'Inter, encore une fois, qui a perdu ses 3 derniers matchs, qui a perdu aussi la tête de Serie A, qui a perdu la Coupe d'Italie, qui pourra plus faire le triplé, qui a pas marqué de but sur les 3 derniers matchs, tu disais, bon, t'as ce Barça qui a fait quand même 120 minutes de Coupe d'Espagne, une prolongation contre le Real, donc un match à très haute intensité. Alors évidemment, il y a la victoire au bout, donc avec une émotion positive, tu peux évacuer certaines choses. Mais on s'était dit quand même que le Barça avait beaucoup enchaîné et sincèrement j'ai pas été déçu, j'ai adoré ces 90 minutes. Franchement alors bien sûr certains vont dire oui, pour avoir un match magnifique il faut 2 grosses équipes, et certains vont dire l'Inter n'a fait que défendre, mais est-ce que l'Inter pouvait faire mieux ce soir? Bien sûr, parce que t'as des joueurs qui sont d'un niveau technique XXL. Mais contre ce Barça-là, c'est quand même difficile, tu vois, de leur imposer quelque chose, parce que les mecs, il y a quand même des séquences où c'est vrai que Christophe Jallet, je l'écoutais, il disait c'est vrai que les défenseurs ont peur de Lamine Yamal. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a personne qui osait aller vers lui. C'est dès qu'il reculait pour combiner avec Pedri ou De Jong, repasser dans l'axe, tu voyais vraiment des joueurs de l'Inter qui se reculaient très très vite, c'est qu'ils avaient peur d'aller sur du Lamine Yamal. Je suis pas d'accord, non, l'Inter n'a pas fait que défendre, je suis dans ton sens, mais justement c'est ce que je disais par rapport à certains commentaires, parce que moi j'ai fait un tweet où je me suis dit j'adore ce match, il y a des buts de folie, la matchère de Thuram dès la 30e seconde, ok, la reprise acrobatique de Dumfries, le piston droit qui te met ça, tu te dis putain c'est quand même formidable, le but de Lamine Yamal en mode sauveur, ok, la séquence collective du Barça sur le 3e but entre Pedri, Rafinha et Torres, c'est juste dingue. Après, il y a le but sur corner de Dumfries, faut le mettre. Et ensuite, t'as le truc de Rafinha. Donc, t'as sur les 6 buts, t'en as 5 qui sont waouh. Donc, franchement, c'est top. Et moi, je me suis enflammé sur ça. J'ai dit, le match est très bon. Il dit, ouais, non, je suis pas d'accord, il n'y a que le Barça. Mais en première mi-temps, l'Inter a été très efficace. D'ailleurs, après le 3e but, il y a quand même une stat de l'Inter qui est éloquente. L'Inter, quand ils ont marqué, Dumfries a mis son doublé, on était sur 5 tirs, 3 cadrés, 3 buts. Donc, efficace au possible. Et après, c'est aussi le mérite de ces grandes équipes-là, c'est de pouvoir à tout moment mettre le coup de massue nécessaire et d'être chirurgical. Combien de fois on a dit que l'efficacité, c'était une donnée... De toute façon, il y a beaucoup de choses qui reviennent, vous savez, dans le foot sur qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner. Bon, évidemment, il y a l'entraîneur qui est le rouage essentiel, mais ensuite, c'est souvent un grand gardien, un grand neuf, et après, c'est aussi ne pas laisser passer sa chance devant le but. L'Inter, ce soir, a quand même été en grande réussite dans cette surface-là. Après, contre ce Barça-là, t'as quand même été dans le dur. Après, je pense que c'est vrai que on va dire que quand Rafinha a mis son 3e but, le 3e but, j'ai senti un petit coup de mou physique de la part du Barça. D'ailleurs, il y a eu quelques changements, avec notamment les entrées de Gavi, de Christensen, tu vois, pas mal de joueurs majeurs qui sont sortis au fur et à mesure, et au final c'est là qu'on a vu l'Inter un peu plus sortir, et même là il y aurait pu avoir l'action du 4e but pour l'Inter avec Mkhitaryan, si chaussé du 40 et pas du 43, c'était 4-3 pour l'Inter. Donc le football se joue à certains détails. Je vous l'ai dit, un grand coach, un grand gardien,
un grand attaquant, l'efficacité, et on peut rajouter un cinquième, c'est la pointure. Donc non, j'ai trouvé que l'Inter a fait un match d'une équipe de demi-finale de Ligue des Champions, à savoir qu'elle a su piquer quand il fallait, elle a été aussi capable de souffrir. Ils s'en sont remis à un très bon Sommer, parce que même si Sommer met un but contre son camp, il en a sauvé 2-3. Voilà, c'était vraiment un match XXL, je me suis totalement régalé, et j'ai juste hâte d'être au retour. En plus, ça arrive très très vite, parce que c'est dès mardi prochain. Alors oui, c'est vrai que le Barça a un match contre Valladolid, dernier de Liga, déjà relégué. Je pense que l'équipe bis qu'il va envoyer, le père Hansi Flick, je pense qu'on va voir du Touré, du Ansu Fati, on va voir des visages pas connus, peut-être le petit Diarra qui a remporté la Youth League avec le Barça. D'ailleurs, je veux juste faire qui est votre ballon d'or côté Barça. S'il y a un joueur que vous deviez mettre, parce que je vais pas mettre Dembélé dans l'équation, mais si vous deviez mettre vraiment un mec du Barça comme votre BO. Le problème, c'est que ce soir, je pense qu'il y a un joueur qui va évidemment retourner toute l'attention, mais je sais qu'il y a aussi, et je l'ai vu dans le chat, des amateurs de Pedri pour tout ce qu'il a transmis au cours de la saison. Je sais qu'aussi Rafinha, il en est quand même il est impliqué sur 20 buts cette saison en Ligue des Champions, et c'est une stat qu'il faut prendre en compte au moment des votes. Après, est-ce que c'est comme l'année où Messi la prend devant Van Dijk parce que finalement Liverpool, il y a les votes qui sont dispatchés? Est-ce que c'est comme cette année Rodri qui l'emporte parce que les votes sont dispatchés côté Real entre Bellingham, Vini, Carvajal, etc. Ça va être assez tendu cette histoire. C'est dur parce que moi je pense que je mets Rafinha, c'est dur parce que statistiquement il est dingue. Je pense qu'il y a Pedri et Yamal qui sont pour moi au-dessus. En fait, les trois, comme je vous le dis, ils ont des arguments. Rafinha, c'est le côté Ligue des Champions qui est vraiment déterminant. Le mec, il est sur une campagne XXL, il fait des stats à tous les étages, et on sait que la LDC, ça compte énormément, surtout quand il n'y a pas d'euros comme l'an passé. Donc ça, c'est vraiment un argument qui, pour lui, est très fort. Yamal, c'est le Wonder Kid, c'est le mec qui, à 17 ans, c'est son 100e match en pro, mais le niveau qu'il a réussi à atteindre avant ses 18 ans, et surtout le fait qu'il soit aussi bon dans les grands matchs, le nombre de matchs références que Yamal est en train de nous sortir sur ses grands rendez-vous, c'est ça qui est pour moi le plus fort. Alors évidemment, c'est aussi le principe, quand on parle de joueurs très forts, d'être régulier, d'être bon, championnat, coupe, Ligue des Champions, de pouvoir être un petit peu sur tous les tableaux. Mais sincèrement, ce que fait Yamal, que soit, évidemment, je pense que ça nous a tous marqué, le France-Espagne de l'Euro 2024, ce qu'il a fait contre l'Atlético, contre le Real, ce qu'il a fait contre le PSG l'an dernier aussi, avant qu'il sorte et tout. Enfin, vraiment, il était sur un niveau totalement lunaire. Et je pense que ça peut aussi marquer un jury, le fait de se dire qu'il y a un gamin qui est béni, c'est le genre de joueur qu'on voit une fois par décennie, et c'est lui. Alors s'il le prend pas cette année, je pense qu'il en prendra d'autres, parce que sincèrement, il est vraiment, c'est juste stratosphérique ce qu'il arrive à faire, quoi. Et d'ailleurs, ce que je voulais vous dire aussi comme anecdote, j'ai parlé tout à l'heure du petit Diarra qui a remporté la Youth League avec le Barça. N'oubliez pas que normalement, Lamine Yamal aurait dû être dans cette équipe de Youth League comme Koubarsi qui a remporté le tournoi contre Trabzonspor en finale. Normalement, leur place, si on est vraiment dans une logique d'âge, leur place, c'est pas demi-finale de Ligue des Champions, c'est d'être avec les U18, U19 du Barça, et de aller petit à petit sur des classes d'âge. Yamal, c'est un gamin qui peut jouer des euros U17, c'est un mec qui peut jouer des Coupes du Monde U17. Enfin, vraiment, on est sur des standards. On répète beaucoup l'âge avec Yamal, mais il y a des trucs vraiment, il faut s'en rendre compte quand même de ce que le gamin est en train de produire. En 2030, il n'aura que 23 ans. 2030, ça me paraît loin, tu vois, quand je le dis comme ça, mais 23 ans en 2030, je me dis, attends, mais ça veut dire qu'on a encore une bonne décennie. Après, évidemment, je vous l'ai dit, 100 matchs à 17 ans en pro, quelles séquelles il y aura? Est-ce que ça va le cramer? À voir si on réussit à le préserver. C'est pour ça tout à l'heure j'ai parlé du calendrier, parce que moi mon désir c'est de voir un Lamine Yamal à 100%. Ce qui est bien, c'est que je trouve pour l'instant il n'y a pas de blessure, il n'y a pas eu de gros trucs, gros pépins. Il y a eu 2-3 trucs cette saison, mais pas en mode, tu vois, sérieux. Et pour l'instant, tant que ça reste, tu vois, assez léger, superflu, ça va. Mais
Attention, parce que ça arrivera forcément un jour, j'espère pas pour lui. Il y a certains joueurs qui ont été plutôt épargnés par ce type de blessures. Mais ouais, franchement, ce qu'il arrive à faire, enfin, vraiment, encore une fois, j'insiste, mais 2-0, t'es mené à la maison par l'Inter, et tu prends les choses en main avec ce but, la spéciale enroulée, et même, je dis spéciale enroulée, après ce soir, ça n'a pas forcément fonctionné, mais ces extérieurs du pied, ça reste un truc qui sont dingues, quoi. Franchement, c'est fort, quoi. Qui est votre ballon d'or côté Barça? Et pour l'instant, on a 41% Pedri, 35% Yamal et 24% Rafinha. Je vois qu'on a beaucoup de pédristes sur mon chat et ça fait bien plaisir. Je vous l'ai dit, il n'y a pas forcément trop de culture de l'instant. Et je terminais sur l'argument ballon d'or Pedri, parce que Pedri, on a vu que Rodri avait été... voilà, on remettait au cœur des débats l'importance des milieux de terrain, des cerveaux de certaines équipes. Et Pedri, c'est lui, c'est le mec cérébral du Barça de flic. C'est juste bluffant le nombre pareil de moments qu'il nous a offert cette saison. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir à quel point, en plus de toute sa qualité technique, de sa vision de jeu, du fait que c'est un mec dans n'importe quelle zone, n'importe quelle ligne du terrain, il va te trouver le geste, la passe qu'il faut. C'est surtout sa fiabilité physique, parce que Pedri, on s'en souvient, la fameuse saison 2020-2021, il arrive au JO de Tokyo, le fameux même, il est tiré, il a juste envie d'hiberner, de dormir 3 mois de suite. Et là, on s'en souvient du dernier Euro, pareil, il prend un vilain taquet de crosse, il se blesse, et on se dit, mais ça va être dur, parce que ce mec est un peu maudit, pourtant on est tous unanimes sur sa qualité. Enfin, quand le Barça de Xavi prend le titre, c'est un Barça qui est très solide, mais c'est aussi un Barça qui a énormément compté sur Pedri pour les petites inspirations du moment, et vraiment, ce qu'il arrive à faire cette saison, est de répéter ce nombre de matchs où il est juste bluffant. C'est pour ça que, ouais, moi aussi, je suis un pédriste convaincu comme vous, et on verra si il y a un Barcelonais qui fait l'unanimité. C'est vrai que tu le dis, hein, je suis d'accord avec toi, Eliane Fou. La finale de LDC va être déterminante pour le BO. C'est tellement serré entre le top 4, Dembélé inclus. Ouais, je pense que Dembélé, il aura aussi des arguments parce qu'il y a une progression. Et comme je vous le dis, il y a moyen que beaucoup se répartissent les Barcelonais. Et peut-être Dembélé, comme il sera dans plusieurs top 3, peut-être qu'à ce moment-là, il sera distingué. Je pense que ouais, on tient notre top 4 assurément. Il faudra voir pour le 5e. Ça peut être... c'est vrai qu'on a évoqué... un Koubarsi aussi qui est vraiment impressionnant. Faut pas l'oublier à quel point il a été très très bon. Peut-être qu'on aura un autre joueur du PSG, peut-être un mec d'Arsenal, de l'Inter. Est-ce que la Coupe du Monde des clubs va beaucoup compter pour le BO? Ah, Salah 5e. C'est vrai que Mouille Maillot, il a raison. Je pense que Salah... ouais, c'est vrai que je pensais que LDC, mais à mon avis, t'as bien raison. Je pense que Mohamed Salah, dans le top 5 du BO, ça me paraît tout aussi cohérent par rapport à ce qu'il a fait comme record en PL, parce que lui aussi, il a été sur des standards, très élevés. Mais ouais, ce Barça-là est quand même très très fort, hein, franchement. Et pourtant, il n'y a que match nul. C'est pour ça qu'on est hyper enthousiaste, mais il n'y a que match nul. Ça va nous donner un match forcément serré au retour. Qu'est-ce que j'ai bien aimé sinon d'autres côtés barcelonais? Encore Ferran Torres efficace, le principe d'avoir un super sub qui à tout moment peut t'apporter quelques buts, c'est quand même vraiment une bouffée d'oxygène. Quand tu vois Lewandowski blessé, tu te dis qu'à tout moment ce joueur qui finalement avait été acheté assez cher mais qui n'avait pas répondu aux attentes, je me dis que c'est tout de même assez fort. Est-ce que ça t'inquiète pas trop le fait que le Barça n'ait jamais mené tout le match? On peut le prendre sur pas mal d'aspects. On peut se dire que c'est une équipe qui a toujours bien su réagir, et ça c'est très important, qui n'a jamais lâché l'affaire. Le fait qu'ils aient pas mené, ça peut être aussi handicapant, mais en vrai j'ai bien aimé quand même la réaction, et à 2-0 au bout de 20 minutes, c'était quand même intéressant de voir ce que le Barça allait faire, et ils ont pas paniqué, ils ont continué à jouer leur jeu, et d'aller chercher très très vite la surface de Sommer. Donc voilà, je me dis que ça peut être bien. Je réponds à ta question Zoulette, parce que tu es en train de spammer, ne t'en fais pas, j'ai bien vu. Le Ballon d'Or se juge sur quels critères? Les critères du Ballon d'Or, de mémoire, c'est performance en club et sélection, un peu, je sais plus comment ça se dit, aura du joueur ou personnalité, et après le fair play. Donc voilà, ça se joue sur ces critères-là. Et après, quand je dis performance en club sélection, c'est aussi impact... ou c'est plutôt impact individuel, impact collectif, donc les performances, stats, tout ça, le nombre de trophées ramassés, et ensuite cette histoire de fair play, donc là t'inclus la personnalité, tout ça quoi. Donc voilà, t'as tes critères pour le BO.
Et le vieux Robert dans tout ça, top 10 du BO si le Barça a eu le succès. Ouais, exactement. Exactement. C'est pour ça également que ça sera peut-être un top 10 où il y aura beaucoup de Barcelonais. Mais bon, on n'en est pas encore là parce qu'il reste une demi-retour. Le Barça n'a pas encore fait la différence et qu'il y a d'autres équipes en face. Ça va être intéressant de voir. Non, après, c'est vrai que Koundé est sorti assez vite. Donc, pas un petit peu dans le dur. Chesney n'a pas forcément été à son avantage, notamment la sortie sur le troisième but de Dumfries où il se fait un petit peu fusiller de près. Ça a été une soirée un peu compliquée pour la défense barcelonaise qui n'a pas su bien gérer, notamment sur coup de pied arrêté. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de certaines équipes qui étaient en forme hein, dans cet exercice, comme Arsenal, comme l'Inter qui avait déjà fait mal au Bayern dans cet aspect-là. Et là, pour le coup, le Barça nous a pas forcément indiqué beaucoup de garanties. Après, bah, honnêtement, si tu as une défense qui est vraiment... Ouais, Koundé out pour le retour... ça espère pour le Real le 11 mai. Donc ouais, c'est dur. Ouais, Chesney sur le but, c'est vrai, sur le 4-3 aussi, mais c'est même toute la défense parce que Koubarsi, honnêtement, il le sent très très bien parce que, encore une fois, ça joue à une taille de crampon de Mkhitaryan. Lautaro n'a pas encore trop d'informations, mais de mon vécu médical, à savoir 0 année d'études, je sens que c'est quand même une blessure petite musculaire qui est pas évidente quoi. Oui, Baldé faut qu'il revienne parce que Martin n'est pas ouf. Eric Garcia très très bon l'entrée. Dans le trio, enfin Olmo je l'ai trouvé un peu plus en retrait. Et c'est vrai que certains l'ont souvent souligné, est-ce que Olmo finalement ça ne va pas être le super sub de cette équipe? Après, Olmo il a quand même eu des performances cette saison été dingue, mais je vois ce que certaines personnes peuvent dire en mode si tu fais entrer un Dani Olmo à 30 minutes de la fin, c'est peut-être plus intéressant que de l'avoir d'entrée par rapport à tout ce qu'il peut t'apporter. Mais écoute, ça a été un peu un match difficile pour lui, mais je me dis que honnêtement, il en fera d'autres, des matchs où il sera beaucoup plus rayonnant. Fermin peut être plus impactant en titulaire. Olmo, ouais, des fois j'aime bien aussi les entrées de Fermin, donc ça peut être un peu à double tranchant, mais c'est bien aussi parce qu'il y a d'autres équipes qui ne peuvent pas avoir ce banc, même si le Barça a quelques blessés. C'est quand même intéressant, je trouve, d'avoir ce banc où t'as Eric Garcia, Lopez, Christensen avec son vécu international, Gavi, Araujo, même si Araujo m'apporte pas toujours des garanties, et après t'as quelques jeunes, mais c'est quand même bien, je trouve, de la part du Barça d'avoir, quand même à ce niveau de la saison, encore des forces vives sur le banc, parce que regardez le banc d'Arsenal hier, si on fait juste la comparaison, je trouvais que le banc, j'ai pas envie d'accabler Arteta, enfin, on peut lui reprocher certaines choses, mais le banc quand même, Ben White, Nyaneri, Tierney, Zinchenko, Sterling, Neto, Tommy Setford, Nathan Butler, Oyedeki, Jacques-Henri Francis et Ismaël Kabia. Voilà, t'as 3 latéraux, un attaquant de 2007 et un attaquant cramé. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc là, c'est quand même difficile parce que je pense qu'Arteta, s'il pouvait faire rentrer du Fermin, du Gavi, évidemment, il dit oui tous les jours, quoi. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, peut-être c'est ce genre de détail où les matchs de Ligue des Champions ou un parcours parce que tu as vraiment l'Inter, 7 tirs, 3 cadrés, 3 buts, faut apprécier la performance. Après, j'en ai déjà dit beaucoup sur Lamine Yamal, mais j'insiste, la qualité de ce joueur, vraiment, on est sur un truc, waouh, c'est quelque chose d'assez formidable. Et je me souviens que certaines personnes tentaient de relativiser ou même le critiquer parce que Lamine Yamal n'a pas marqué de but en Liga durant 3 mois. Alors déjà, ça faisait vraiment un pressing totalement naze, parce que dans les autres compétitions, il a quand même marqué aussi des buts. Et puis on parle d'un joueur d'un 2007, un gars qui a 17 ans. Et vraiment, ce gars-là, je le dis, c'est le genre de joueur, ça arrive une fois tous les 10-15 ans. Et on a assisté à une période comme ça, un peu iconique. Et c'est vrai que j'ai vu quelqu'un sur Twitter le dire, les fans du Barça, ils ont vu passer des joueurs comme ça, de cette trempe, Ronaldinho, Messi, Neymar... Yamal, c'est quand même pas mal d'avoir eu autant de joueurs qui sont à ce point des copains avec le ballon. Même Messi ne faisait pas cela à son âge. Non, mais en fait, Messi, il n'était pas encore totalement lancé dans le monde pro, quoi. Il était déjà dans la rotation, il avait fait quelques matchs. Mais là, Yamal, c'est vrai que c'est fou de se dire qu'il a déjà 100 matchs en pro, quoi. C'est là à quel point tu te dis que on est sur des stats qui sont XXL.
Et oui, il y a cette fameuse photo où il a été pris dans les bras de Messi quand quand il était tout jeune. C'est à ce moment-là que voilà, il a été touché par la grâce. Mais ouais, ouais, vraiment, moi, enfin, ça fait quoi depuis 2002 que je suis, on va dire de manière assidue le foot, que j'ai vu passer des clubs, des joueurs, des générations, des sélections. Et ce que Yamal fait sur le terrain, il y en a d'autres, hein, évidemment, mais il y a un truc un peu unique, quoi. C'est vrai que c'est là, oui, c'est vrai que oui, la force de Messi, c'est vrai qu'on compare au même âge, mais l'intérêt, c'est de voir d'autres temps de passage. Où est-ce que Yamal en sera à 21, 25, 33? Est-ce qu'à 33 ans, Yamal, il pourra faire la Coupe du Monde que Messi a réalisée au Qatar en 2022? C'est ça qui va être déterminant pour le placer tout en haut. Mais d'après, c'est ouf parce qu'il a quand même déjà une carrière qui est... Enfin, il a déjà une carrière que 99% des joueurs lui envient. Parce que, enfin, il a déjà un Euro, il a déjà une Liga. Parce que comme il était entré sous Xavi, bon après, il n'était pas protagoniste majeur. Donc il faut attendre. Il a déjà une Copa, enfin, il a déjà beaucoup de trophées que des joueurs n'ont pas eu forcément. Et après, oui, il reste Ligue des Champions, Coupe du Monde et Ballon d'Or pour compléter la Sainte Trinité. Mais ouais, c'est quand même fou. Rien à voir à quand le retour d'Information FC. Écoute, c'est en discussion pour en faire 2-3. Le souci, c'est que j'ai pas forcément le temps de dénicher des invités parce que j'aime beaucoup ça. Mais vous en faites pas, il y aura toujours des émissions et même moi sur YouTube ou quoi. Donc ce sera alimenté un jour ou l'autre. Vous en faites pas, l'Inter, on va y venir. On va y venir, les potes. Sinon, bah, comme je vous le disais, Rafinha, c'est pas le joueur que tu as envie de placer en premier, même dans le sondage Ballon d'Or, il était loin. Mais je vous le dis quand même, c'est un gars qui a énormément progressé. Peut-être qu'il y a un petit plafond de verre, il sait pas faire techniquement ce que Pedri et Yamal font sur un terrain. Par contre, moi je trouve qu'au niveau de l'efficacité, du leadership et tout, il a quand même su créer quelque chose autour de lui. Et en termes d'offensive du Barça, même si c'est Yamal qui a voilà, sonné la révolte, c'est quand même un joueur qui cette saison, moi si tu m'avais dit en début d'année, Rafinha, il serait à 20 buts et passe D avant une demi-finale retour de LDC. Je me dis que c'est quand même hein, fallait le deviner hein, la progression de Rafinha. Après moi souvent j'ai défendu le joueur parce que j'adorais le joueur à Rennes et à Leeds, et quand Leeds il part au Barça, moi j'étais pas en mode c'est Julien Faubert au Real quoi. Vraiment c'est un mec qui dégageait quelque chose en PL et même au Horizon Park où je me disais il est peut-être pas titulaire mais au moins dans la rotation, je trouvais que c'était une bonne idée. Après ça a été compliqué, il a eu beaucoup de moments de doute, mais c'est un joueur qui s'est de plus en plus investi, il a été capitaine du Barça. Le seul truc que je lui reproche, c'est peut-être une certaine nervosité, parce que voilà, on a eu notamment l'épisode Brésil-Argentine, on a eu 2-3 moments de friction et tout, donc faut pas qu'il devienne un mauvais mec, enfin, pas envie de dire mauvais mec, mais un joueur comme ça qui peut perdre ses nerfs à tout moment sur le terrain. Il faut qu'il se canalise, parce que vraiment, il réussit quand même à être décisif dans beaucoup de moments fatidiques, et ça c'est assez important quoi. Rafinha, si on lui donne, c'est pour le storytelling, le gap entre cette saison et la saison dernière est stratosphérique. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de comment NBA, de progression, de MIP, Most Improved Progression, et c'est vrai qu'il y en a certains, comme Rafinha, il pourrait y être. Du coup, bah, écoutez, on va voir ce que le Barça va nous proposer. Match contre Valladolid ce week-end. Je pense que ça va envoyer l'équipe bis, l'équipe C. Ça va envoyer une équipe Kings League. Hein. Là, on va appeler 2-3 mecs. T'es pas chaud de signer une petite licence et tout. Je pense que là, on va surveiller de près les équipes que Arsenal, Paris, l'Inter et le Barça vont envoyer. Après, l'Inter, ils ont quand même et le Barça, ils ont quand même un titre encore à aller chercher ou peut-être récupérer. Donc attention à ce que ça peut donner. L'Inter, j'ai déjà commencé à en parler. Moi, je trouve que quand même leur match, dans le contexte, encore une fois, quand on se replace, qu'ils étaient sur une très mauvaise série, quand on les annonçait voilà, dans le dur, un Phoenix sur les 20 premières minutes, après une efficacité redoutable, on ne le répétera jamais assez, mais c'est vrai qu'ils ont été dominés, mais on sait que dominer n'est pas gagné, 28% de possession, 7 tirs 3 cadrés, 19, 9 cadrés. Bon, le Barça a déjà fait mieux en termes de production, même le Bayern hein, avait s'était créé plus de tirs, avait fait plus de tentatives que le Barça ce soir. Après oui, c'est une équipe qui aussi a fait beaucoup moins de passes, qui a fait 75% de précision de passe. Alors pourtant je trouve qu'ils ont des joueurs vraiment techniques et tout dans ce coup-là. Et 2 corners,
c'est-à-dire que les deux corners, ont fait 2 buts quand même. Hein. Là, c'est vraiment efficacité maximale. 2 corners, 2 buts, 3 tirs cadrés, 3 buts. Ça, c'est dingue hein, ce qu'ils ont réussi à produire. Moi, j'ai toujours aimé le travail d'Inzaghi. Je pense que sur cette période récente, ce qui leur a fait défaut, c'est peut-être un peu plus de profondeur de banc parce que après, c'est de la planification sportive. Je pense qu'à chaque fois, ils se disent bon, bah, c'est quand même bien d'aller prendre des attaquants trentenaires, des mecs pour la rotation. Mais Taremi, sur le papier, même si à la fin, à Porto, je trouvais qu'il commençait à tirer la langue, il était plus titulaire. Je me disais quand même, Taremi, c'est un mec, souvent, je l'ai vu faire avec l'Iran et au Portugal de vrais bons matchs. Je trouvais que c'était une bonne idée cette saison. C'est un peu. Honnêtement, est-ce que vous avez une action où il a été. Où il s'est montré en vue à partir de son entrée en jeu à la place de Lautaro. Bon, juste à un moment, il a fait une déviation de la tête pour Zinski qui a fait une poussée de balle de cheval de trait et c'est parti. C'est récupéré par le Barça. Sinon, le banc, c'est difficile parce qu'il y a quand même des bons joueurs, il y a de l'expérience. C'est vrai qu'en plus, l'Inter, c'est l'équipe avec la plus grosse moyenne d'âge de cette LDC. Quasiment, c'est plus de 29 ans hein, même. Mais tu as quand même des bons joueurs. Après, est-ce qu'ils ont le niveau? Est-ce qu'ils ont encore la caisse physique? Ça, c'est d'autres questions. Mais c'est vrai que c'est quand même dommage pour l'Inter qu'entre Taremi, Correa et Arnautovic, il n'y en ait aucun qui ait su prendre la tangente et s'imposer comme une solution alternative à Thuram et Lautaro. Tu sais que Thuram et Lautaro, sur une saison, ils vont te jouer minimum, mais je compte même pas la sélection, mais c'est au-delà de 60 matchs. Et c'est là où, après, on sait que l'Inter, économiquement, ils peuvent pas, comme ça, se lâcher plus que de raison. Mais c'est petits regrets, parce que sinon, l'équipe, tactiquement, elle est quand même bien rodée, ça tourne bien. Bon résultat pour l'Inter pour toi? Est-ce qu'il n'y aura pas des petits regrets selon le match retour? Parce que le Barça a été très bon, mais a eu des failles en défense. Tu penses à cette action de Mkhitaryan, tu penses à peut-être d'autres situations où tu aurais peut-être dû plus un peu sortir parce que ça se voyait que Chesney n'était vraiment pas dans un grand soir. Après, au global, si on prend l'avant-match et tout ce qu'on a dit, voilà, exactement, l'Inter il signe tous les jours pour un 3-3. On peut toujours aller chercher les petits détails, comme je vous le dis, le but refusé pour hors-jeu, mais sinon pour eux, c'est évidemment une perf qui prennent tout le temps, quoi. Enfin, c'est dingue parce que en plus, je répète, les deux mecs qui étaient blessés ces derniers temps, Thuram et Dumfries, Thuram quand même, c'est vrai que quand il est dans une attaque à deux, bon, monsieur Didier Deschamps, on sait que vous n'allez pas changer votre attaque pour Marcus Thuram, mais c'est quand même un joueur qui réussit à avoir à chaque fois un impact. C'est pas le mec qui statistiquement va te faire le plus de buts, plus de passes D, mais il a quand même un apport dans ce système-là qui est conséquent, quoi. Et Dumfries, bah, voilà, dans la longue lignée des mecs qui mettent des doublés dans des matchs où on se dit, bah, c'est les héros improbables. Lui aussi, il est costaud. J'ai bien aimé, encore une fois, j'aurais dit le match de Sommer, parce que même si contre son camp, je trouve qu'il en a sorti 2-3 qui n'étaient pas évidentes, notamment à la fin sur Rafinha. Le match de Bissek aussi, j'ai bien apprécié. Je crois qu'il a même fait 2-3 sorties de balles. Notamment, il a essayé de prendre un relais à un moment donné avec Fratesi. Il n'a pas été bien accompagné. Le milieu de terrain, c'est un milieu de terrain qui a travaillé, qui a été et tout. Mais de la part de ces trois noms, comme je sais que ces trois milieux qui sont quand même super à l'aise avec le ballon et qui nous ont déjà offert des buts et tout. Enfin, un peu déçu peut-être de leur production offensive. Après, je pense qu'au niveau du pressing, du travail défensif, ils ont fait le milieu de terrain, la même âge que Zal. Ouais, c'est vrai que là, Zalou, entre Zalou et Mkhitaryan, je sais pas qui a le plus de bouteilles. Barella, il a déjà fait en plus contre des adversaires. Notamment, il y a un match contre City où il avait été incroyable. Barella, lui, sait élever son niveau pour se mettre à la hauteur. Enfin, quand je dis qu'il sait élever son niveau, c'est déjà un milieu top classe mondiale. Mais contre des gros adversaires, il sait aller chercher les petits pourcentages nécessaires pour se mettre à un niveau. On se dit, ok, là, il est quand même assez incroyable. Et c'est vrai que ce soir, c'est normalement le rendez-vous idéal. Il aurait dû le faire, il aurait pu le faire. Il n'a pas été capable parce que en face, tu as quand même aussi un milieu qui travaille très très bien. Il y a un match retour pour compenser ça. Après, celui qui a été en nette souffrance, c'est Di Marco. Hein. Di Marco, waouh. Yamal, il avait envie de faire mal à un père de famille et c'est tombé sur le pauvre Di Marco qui... Et en plus, c'est dingue parce que Di Marco, je pense qu'on est tous d'accord ici, on le met en top 3 latéraux / piston gauche. Et parce que c'est un mec qui, quand même, depuis 3-4 ans, nous a montré un excellent niveau. Et j'ai rarement vu Di Marco comme ça. Franchement, Di Marco, le voir autant en galère, un vrai calvaire.
Et même, j'associe aussi Bastoni, parce qu'il était de son côté. C'est vrai que Bastoni aussi, il a eu du mal à canaliser Yamal. C'est encore une fois pour souligner à quel point en face, il y avait un numéro 19 qui avait été un poison, quoi. Donc, Di Marco, ça fait 2 mois qu'il est cramé. Non, mais en vrai, quand je me souviens du match, le quart aller de Carlos Augusto contre le Bayern, il avait été très bon. Et peut-être qu'on aura une surprise au retour, mais c'est vrai que Di Marco, pas simple du tout, quoi. Ouais, Lautaro absent pour le retour, Koundé absent pour le retour, ouais, c'était précis parce que ce genre de blessure musculaire, c'est 2-3 semaines. C'est souvent ça, quoi. Après, Di Marco, défensivement, bof face à n'importe qui, lui-même se considère comme un attaquant plus un ailier. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que j'ai parlé de pistons latéraux, parce que moi, je l'associe plus évidemment à un mec beaucoup plus haut qu'un arrière latéral. Mais de manière globale, il peut se faire dépasser, mais le voir autant souffrant sur plusieurs actions répétées, moi, j'en ai vu des matchs de l'Inter, mais j'ai jamais vu comme ça Di Marco être autant à la peine que ce soir. J'insiste là-dessus. Question pour toi, Scipion, est-ce qu'on est sur une nouvelle génération d'entraîneurs avec Flick, Xabi Alonso et Slot, et l'ancienne génération telle que Ancelotti, Guardiola et club qui a l'air? J'enterre pas Pep. Pep, il est passé par un moment difficile à City, et finalement, il va peut-être faire top 3 PL et vainqueur de coupe. Donc, ça peut être quand même un moindre mal. C'est juste que, malheureusement, au niveau de la planification sportive à City, on a oublié, enfin pas oublié, mais on aurait dû faire partir certains joueurs, renouveler certains postes, ça n'a pas été fait, et ça a explosé comme une grenade cette saison. Ensuite Klopp, est-ce qu'il reviendra, je sais pas, mais quand même Klopp, tu vois, c'est plus peut-être Ancelotti par rapport à ce qu'il montrait au niveau du pressing. Enfin, je pourrais pas comparer Ancelotti, Guardiola et Klopp en termes de leur parcours d'entraîneur, parce qu'il y en a un qui est là depuis beaucoup plus longtemps, tout ça. Après, je pense que c'est une nouvelle génération d'entraîneurs comme Arteta, comme d'autres, qui a impulsé d'autres styles. Mais on verra aussi peut-être d'autres qui arriveront à nous transmettre ça, parce qu'il y en a encore toujours et toujours des coachs qui arrivent, qui tentent de jouer des coups, de s'imposer. Enfin, c'est vrai que Serge Fabregas à Com, Rosseignor à Strasbourg, tu vois, c'est des petits noms que je me mets comme ça à côté sur le calepin en me disant, tiens, où est-ce qu'ils pourraient aller? Parce que c'est vraiment des coachs satisfaisants. Voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près de ce Barça-Inter qui était vraiment un super match, une ode au football. Il reste un retour. Maintenant, on va passer à cet Arsenal-PSG. Arsenal-PSG, un match beaucoup plus tactique, on va dire, qui a été peut-être... c'est sûr que oui, si on compare à ce qu'on a vu il y a quelques minutes, on va être un peu plus en mode, bon, on a soufflé, mais quand même, je trouvais que le niveau du match hier, il y avait de l'intensité, il y avait des choses, mais ça n'a pas été peut-être, en termes d'attente, une demi-finale de Ligue des Champions qui peut nous offrir beaucoup plus. Après, je pense que ces deux équipes qui se craignaient pas mal, c'est quand même aussi le mérite du PSG d'aller gagner à l'Emirates en Ligue des Champions. Tout le monde ne le fait pas, c'est quand même une performance qu'il faut souligner. On a eu le mérite d'avoir un PSG qui, comme l'Inter, a marqué très très vite, et on a senti que Guevara avait de très bonnes jambes, que Dembélé est toujours, lui pareil, hein. N'oubliez pas, on a parlé du Ballon d'Or avec Rafinha et des buts et des stats qui comptent en Ligue des Champions. Dembélé aussi, ça peut peser dans la balance. On a gagné là-bas, la performance est énorme. Oui, c'est ça que j'ai envie de retenir pour ce PSG. 24 heures, un peu plus de 24 heures après, c'est qu'on a eu un Paris Saint-Germain qui a été capable de résister à Arsenal, de bien défendre, de ressortir des ballons, de collectivement avancer, de ne pas être le plus beau PSG version Luis Enrique, mais être un PSG qui a bien compris qu'il fallait passer par là. Je pense que ce qui s'est passé à Villa Park en termes d'intensité, de scénario, d'équipe qui te rentre dedans, de certaines lacunes, et peut-être, comme l'a dit Ousmane Dembélé, on s'est vu trop beau. Ça a servi à ce PSG-là. Un match vraiment difficile que tu perds, et tu te rends compte que pour aller au bout en Ligue des Champions, c'est quand même un parcours qui est hyper long. Vous vous rendez compte aujourd'hui, en 2025, du nombre d'équipes et de joueurs qui peuvent te poser des soucis. Vraiment, c'est là où tu te rends compte que le PSG ne pouvait pas non plus faire un long fleuve tranquille, comme ça a été le cas en phase de groupe. Mais maintenant, voilà, ils sont en demi-finale de LDC. Il faut savourer. Et ouais, j'ai vraiment apprécié le match du milieu de terrain. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens sont tombés sur Vitinha parce qu'il a été élu homme du match, mais c'est pas parce que on aurait sans doute
tous donné à Donnarumma qu'il faut jeter la pierre sur Vitinha. Vitinha a fait un vrai bon match. Vitinha a été très très bon, même si à la fin, c'est vrai qu'il y a cette perte de balle devant Rice qui est vraiment dangereuse, mais sinon il a fait vraiment un match solide, un match de tour de contrôle. Il a vraiment été à l'aise et j'ai trouvé que c'était un peu l'un des symboles, même si pour moi le symbole c'est Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, je l'ai dit, et je ne savais pas, je ne pensais pas même qu'il pourrait retrouver un jour son niveau en sélection, son niveau de l'Euro 2024. Et là, c'est peut-être pas le Fabien Ruiz qui, comme à l'Euro, nous mettait des buts de folie, qui était incroyable dans les 30 derniers mètres. Par contre, la facilité technique du bonhomme, le sang-froid, l'aspect équilibre, vraiment, c'est là où il m'impressionne le plus. Et je comprends pourquoi Luis Enrique a autant insisté sur lui. Je comprends pourquoi il a été recruté, même si je trouvais que voilà, c'était pas forcément le joueur dont avait besoin le PSG au milieu de terrain. Mais au final, c'est un joueur qui est un joueur d'équipe. Voilà, comme on parle beaucoup de sacrifice, d'utilité, tout ça. Fabien Ruiz, bah voilà, comme on l'a dit, hein, on met les menottes, hop, on les montre loin, loin, loin. Et voilà, je pense que c'est hyper important d'avoir ce type de joueur pour Luis Enrique. Et ouais, João Neves aussi. João Neves, il court partout, c'est une pile électrique, c'est un mec qui est... La caisse qu'il a est... Moi, ce qui me plaît, c'est aussi la progression, parce que à Benfica, c'était un joueur qu'on avait tous découvert. On s'était dit, waouh, il y a quand même un vrai bon milieu. Mais là, de plus en plus, il sait faire des choses. En première partie de saison, il était même décisif. Voilà, face au but adverse, il y a des retours, ouais, il y a des retours qu'il fait. Mais moi, ce qui me plaît, c'est son envie d'aller vers le but. Là, c'est un match où forcément, il ne pouvait pas aller trop vers le but de Raya. Mais je trouve qu'il a énormément travaillé. Et ouais, encore une fois, l'endurance de ce gamin, vraiment, c'est très très fort. C'est très très fort, quoi. João Neves ou Koubarsi Golden Boy pour toi? Ouf. C'est compliqué comme dilemme. Moi, je pense que Koubarsi l'aura parce que c'est Barça et que forcément il y a une aura supérieure et qu'il le mérite aussi. Mais si Neves là, tu vois, c'est pas scandaleux, quoi. Mais je pense que Koubarsi va l'avoir parce que il a 2 ans de moins et c'est un poste où il est super exposé. Il nous fait quand même des choses qui sont dingues. Ouais, Neves à 20 ans. Neves à 20 ans, c'est vrai. C'est un 2005, donc moi je fonctionne plutôt par génération, mais c'est vrai qu'il est sur l'année de ses 20 ans. Maillot dans le short et je le donne à Neves. Ouais, c'est vrai que Désiré Doué aussi, il sera dans l'équation. Faut pas oublier que Désiré Doué, il a marqué beaucoup de monde, hein, en Angleterre notamment. Il a montré beaucoup de choses qui ont plu à des observateurs. Ça, c'est une certitude. 2004 pour João Neves, pardon. 2004 pour João Neves, donc il va sur ses 21 ans. Merci pour la petite rectification, les potes. Qu'est-ce qui m'a plu d'autre? Évidemment, Donnarumma. Donnarumma, hein, on avait quand même le sentiment d'avoir un gardien qui, de plus en plus, sortait des matchs... référence en Ligue des Champions. Il y a eu 2-3 fois où il nous a fait peur, notamment à l'aller contre Arsenal en phase de groupe où il s'était un petit peu trouvé sur coup de pied arrêté. On a eu aussi ce but encaissé à la dernière minute contre Liverpool d'Harvey Elliott où la main avait un petit peu été molle, mais sinon depuis c'est quand même beaucoup de matchs où tu dis City, Stuttgart, Liverpool au retour avec la séance de tir au but, Aston Villa surtout au retour, et là à l'Emirates où il t'en sort 2 sur Trossard et Martinelli. C'est vraiment la transformation qu'on attendait. Et c'est bien. Moi, je suis content pour lui parce que à l'Euro et même au Milan, on avait toujours senti que c'était un gardien qui avait normalement la capacité d'être top 5, mais très très facile à son poste. Et vraiment... je sais pas ce qui s'est passé parce qu'évidemment il y a la théorie crampon de Wilfried Singo qui leur a remis les idées en place et qui a peut-être reconnecté certaines choses. Il y a aussi le fait d'avoir entendu des rumeurs Lucas Chevalier dans la presse où ça doit pas être évident, mais là je pense il a peut-être compris aussi qu'au bout d'un moment il pouvait pas laisser passer sa chance, il pouvait pas être à chaque fois l'un des fautifs des échecs du PSG en Ligue des Champions, et paf, on y allait, et vraiment, je vous le dis, ça commence à faire 4, 5, 6 matchs en LDC où il est pas loin d'être MVP, déterminant au possible. Et ça, c'est vraiment aussi le symbole d'une grande équipe, hein. On ne l'oublie pas, on le répétera jamais assez, mais avoir un gardien de ce niveau-là, alors des fois, c'est... comme Ederson, la saison de 2022-2023, c'est vraiment là où toutes les planètes sont alignées. Peut-être que c'est la saison de Donnarumma et que l'an prochain, il nous décevra encore. Mais en attendant, profitons, parce que vraiment, ce qu'il montre sur le terrain, surtout dans ses cages, c'est fort. J'ai bien aimé le match de Gvara, peut-être un peu moins celui de Doué, qui a quand même encore 2-3 fulgurances techniques, mais il a été
plus mis en valeur sur d'autres aspects, peut-être aussi le faire rentrer en jeu, même si voilà, je comprenais aussi l'idée d'avoir Barcola voilà, pour aller foutre un petit peu de bazar dans cette défense des Gunners. Guevara qui avait vraiment qui a fait pareil. Tout à l'heure on a parlé de Di Marco Yamal, Timber pareil, hein, lui aussi je l'ai rarement vu autant vivre un calvaire sur l'entame de match. Et d'ailleurs, enfin, je vous affiche voilà la compo des équipes. Il manque pas quelque chose à Timber, il manque pas un rectangle jaune, parce que lui aussi il a échappé à un carton jaune. Alors tu m'as parlé, Mich, du penalty. Pour moi, il y a plus penalty sur Timber qui ceinture Guevara que sur l'accrochage Merino-Neves. Mais pour moi, l'accrochage Merino-Neves, comme il y a la jambe de Neves, ça peut aussi siffler. C'est pas un scandale, tu vois. C'est un peu 50-50 pour moi. Mais pour moi, Guevara-Timber, il n'y a pas de trop de doute là-dessus. Vraiment, là, pour moi, c'est... Enfin, vraiment, il se désintéresse du ballon, il y a le geste, il le retient. Alors évidemment, peut-être que Guevara amplifie la chute, mais quoi qu'il arrive, il y a un geste qui est pour moi évident. Enfin, c'est voilà, c'est le truc comme ça la ceinturage et bah, évidemment à 2-0 à ce moment-là, ça peut changer beaucoup de choses. Sinon sur les défenseurs, bah, c'est vrai que c'est un clean sheet à l'Emirates, donc encore une fois j'insiste parce que beaucoup de gens vont dire qu'Arsenal est passé à côté. Oui, Arsenal était décevant, ça je suis d'accord. J'ai pas aimé le match de Martinelli, j'ai pas aimé le match de Trossard, le match d'Odegaard c'est très insuffisant. Timber, je vous l'ai dit, ça a été vraiment un joueur qui a pas été dans la soirée de sa vie. Saka aussi, il a fait beaucoup mieux, même si je trouve que lui, il a tenté pour le coup. Bah écoute, la ligne de 4 du PSG, c'est quand même bien tenu. Je trouve qu'ils ont fait un match solide. Après, attention à Nuno Mendes, parce qu'il y a une action, parce que là, on parlait d'arbitrage, l'action où Saka vient de récupérer le ballon dans les pieds, que Nuno Mendes tombe volontairement, parce qu'évidemment, la charge de Saka, il n'y a rien et tout, et que ça siffle faute. Moi, j'ai trouvé ça très généreux de la part de l'arbitre de donner coup franc à Nuno Mendes, parce que c'est le genre de chute moi, qui m'énerve, parce que c'est vraiment le genre de choses que tu vois 150 fois en une saison. Et non, il faut vraiment... je pense que Saka, à la limite, laisse l'action se dérouler. Bon, après, c'est vrai que ça aurait pu faire corner et tout. Voilà, on l'aurait reproché aussi. Mais si ça fait but, tu revois l'action à la VAR et puis basta. Mais là, je trouvais que la chute de Nuno était tellement grossière que, vas-y, ça sert à rien. Martinelli, c'est très décevant. Juste, ouais, c'est vrai qu'on va peut-être faire le tour des remplaçants parisiens. Barcola, il y a une action. Ramos aussi. Ramos le pointard sur la barre, c'est vrai que là, tu sais à quoi ça me fait penser l'action de Ramos? On aurait vraiment dit une action de fin de five. Tu sais, le moment où t'étais à court physiquement et tu tentes des gestes pas improbables, mais genre c'est un peu lunaire. Et là, c'est vrai que je me suis dit, mais attends, comment est-ce qu'il va la faire? Est-ce qu'il va l'enrouler premier poteau? Est-ce qu'il va chercher croiser le deuxième? Et non, il a choisi le pointard. Alors c'était assez ingénieux, mais ça n'a pas fonctionné pour Gonzalo Ramos. Côté Arsenal, ouais, Martinelli, je l'ai dit, hein, le match et même la trajectoire globale est vraiment décevante. Quand il avait eu son déclic il y a 2-3 ans, je m'étais dit, ça c'est vraiment un œil intéressant parce qu'il déborde, techniquement c'est propre. Au niveau de la passe aussi, j'adorais les centres, c'est moi l'atout. Ce que je préfère chez Martinelli, ce sont ses centres parce que je trouvais qu'à chaque fois c'était précis, il trouvait son attaquant. Alors, Trossard n'est pas le plus grand, peut-être qu'il lui manque un point d'ancrage comme Gabriel Jesus ou même Kai Havertz. Mais vraiment, Martinelli, dans la déception, la finition, le fait d'être trop sur courant alternatif, de ne pas être fiable. Enfin, on parle de demi-finale de Ligue des Champions. C'est ton moment, gamin. C'est là où tu dois te montrer, où tu dois nous faire rêver, vibrer. Et t'as pas été capable d'insuffler ce petit grain de folie. Et au contraire, tu t'es pas mal pris les pieds dans le tapis. Pareil, en fait, Trossard et Martinelli, idéalement, si on parle de demi-finaliste de Ligue des Champions, ça devrait être sur le banc pour la rotation. Vraiment, si on est vers l'exigence plus, pour un Arsenal qui veut être compétitif et remporter la LDC, pour moi, c'est trop insuffisant. Après, pourquoi est-ce qu'ils les mettent? Parce qu'encore une fois, je remonte ce banc qui est quand même Ben White, Eton Noneri, Tierney, Zinchenko, Sterling, ok pour la rotation, ça ok, mais sinon après c'est difficile quoi. Donc c'est là où aussi Arteta, écoutez, il arrive en demi de LDC avec ce matériel là. Est-ce qu'il peut faire mieux?
Oui, parce qu'il y a Partey au retour et que je pense que Partey, ça peut quand même apporter à ce milieu de terrain. C'est vrai que le match retour avec Partey au milieu face aux trois Parisiens, là j'ai envie de voir cette belle bataille. Et si on parle du milieu de terrain d'Arsenal, j'ai bien aimé le match de Declan Rice, qui pour moi était vraiment celui qui a été le plus au niveau. J'ai trouvé qu'il a vraiment été dans pas mal de bons coups. Il est vraiment. Il y a beaucoup de percées où je me dis que physiquement c'est quand même monstrueux ce joueur. Merino, c'est vrai que c'est un milieu de formation et finalement je le préfère devant parce que je trouve qu'il est plus utile pour ses déviations, pour son jeu de position. Et ouais, celui qui est problématique, je suis d'accord avec toi, Mich. Et pourtant j'adore le joueur, c'est Odegaard. Odegaard, c'est ton moment normalement. Normalement, c'est là, ce que j'ai dit pour Martinelli, c'est aussi le cas pour Odegaard. C'est là où, quand le curseur d'exigence, le niveau s'élève, tu dois répondre présent et t'as pas été capable de le faire. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette blessure qui l'a coupé dans son élan. Mais moi, je trouvais que c'était vraiment le joueur avec Saka qui était le, le, le cerveau, l'identité du Arsenal d'Arteta. Et il a manqué beaucoup trop de choses. Et même, ouais, c'est ça en fait, c'est Casper, c'est ça aussi, il s'est caché. C'est ça aussi qui est ouf, c'est qu'on l'a pas vu prendre ses responsabilités, essayer de créer quelque chose, je sais pas, après ça peut arriver un jour sans. Sauf que quand ce jour sans, il arrive sur une demi de LDC, bah c'est évidemment fâcheux. Alors peut-être qu'il a besoin d'avoir un Partey qui court comme un buffle à ses côtés pour faire, entre guillemets, le sale boulot. Mais ouais, c'est vrai que depuis son retour de blessure, Odegaard, c'est vraiment bof. Après, moi, évidemment, je l'enterre pas parce que voilà, ça reste un joueur, bon, on va pas dire jeune, hein, mais ça reste quand même un gamin à l'échelle du football. Il a encore pas mal d'années devant lui. Mais c'est vrai que ce genre de match, tu tiques un peu. Tu te dis, tiens, c'est dommage. Donc, à lui de se rattraper au match retour mercredi prochain. Ouais, Lewis Kelly, ça reste toujours aussi fort. Bah, d'ailleurs, Lewis Kelly. L'action où il lance Martinelli, enfin l'intelligence de ce latéral slash milieu, on rappelle qu'il a été formé dans l'entrejeu, mais Lewis Kelly, ce que je disais sur Yamal, c'est aussi le cas dans un autre registre. C'est Lewis Kelly, c'est sa première saison en pro. Le mec a été titulaire, il a commencé à rentrer vraiment dans la rotation d'Arsenal en novembre-décembre. Enfin, c'est quoi? C'est son 5e, 6e match de LDC. Vous avez vu le niveau qu'il affiche? Enfin, ça aussi, c'est quand même fort, quoi. C'est pour ça que de plus en plus chez les jeunes joueurs, on est obligé de s'enflammer parce qu'il y a des comètes, il y a des étoiles filantes. Quand ça arrive, on a juste envie d'applaudir. Et Lewis Kelly, ce qu'il a fait encore, c'est trop fort. Franchement, j'adore ce joueur et j'ai hâte de voir la suite pour lui parce que je me dis que dans ce cadre-là, l'Arsenal Arteta avec de vrais bons joueurs où il aura toute la confiance, ça peut vraiment être un super développement. Ouais, Saliba, c'est vrai que Saliba, après il a dit lors de l'interview à Canal qui était un petit peu déçu de sa gestion sur le but de Dembélé où voilà, il aurait peut-être pu anticiper de le ressortir et tout parce que bon, évidemment, coéquipier en équipe de France, il connaît le bougre. Ah, ça a pas suffi, mais oui, je voyais ce que je voulais dire. Je vois ce que vous voulez dire sur Arsenal. Vous avez été déçu, tout ça. Ouais, c'est une équipe qui a un petit peu passé à côté de son sujet, mais ils ont quand même de la ressource et qu'un but. Et voilà, je pense que dans beaucoup de discours parisiens, on avait bien compris que le boulot n'était pas terminé et qu'il y avait encore pas mal de choses à aller chercher. 90 minutes, bon, on sait que 90 minutes au Bernabeu, c'est très très long. Parce que voilà, ça avait été un match vraiment insipide. Et là, pour le coup, à voir ce que ça va donner. Mais moi, je vous l'avais dit, enfin, si vous m'aviez entendu, moi j'avais donné le PSG, un avantage PSG, parce que je trouvais justement offensivement, je pense que si tu prends défense-milieu, il y a un débat, et peut-être qu'au niveau de la défense ou du milieu, ça peut dépendre des périodes, je préfère Arsenal, mais au niveau de l'attaque, tous les jours, parce que même si j'adore Saka, l'attaque du PSG, pour moi, elle est tellement supérieure, et c'est là où la différence se fait tout juste, quoi. Ouais, c'est surtout 2-3 joueurs qui sont passés à côté. C'est vrai. Et pourtant, ils sont à des postes, ils sont à des postes clés. Mais voilà, Luis Enrique, encore une fois, le meilleur PSG version QSI. Je le dis, je le redis. Même si ce match-là, c'est 15-0, mais vraiment la progression et le sentiment de place forte du collectif et d'âme et d'identité et de sacrifice défensif, tout ce que vous voulez, qui font la force d'un collectif, qu'on retrouvait
chez d'autres équipes et pas à Paris. Alors évidemment, on va voilà, critiquer les stars, tout ça, mais c'était aussi la faute des recruteurs, c'était aussi, souvenez-vous de certains mercatos qui n'avaient pas de sens. Là au moins, on sent que les joueurs qui arrivent dans ce PSG-là, les Pacho, les Neves, les Doué, les Gvara, c'est que voilà, Gvara, quand il était à Naples, c'était aussi un mort de faim. C'est un mec qui allait sur beaucoup de ballons. Il y a une activité défensive qui fait énormément plaisir. Et c'est pour ça que ce PSG, aujourd'hui, on se régale. Alors, on s'est beaucoup régalé parce que c'était un spectacle offensif, mais d'un point de vue tactique, je trouve que c'est une équipe qui a atteint un niveau aussi très très fort parce qu'elle est capable désormais, même si à Villa ça s'est mal passé, mais on a vu des matchs contre Liverpool, contre cet Arsenal-là, de pouvoir résister, plier sans rompre, faire des ressorties de balles parce qu'évidemment, t'as le matériel pour. Et ça suffit pour faire du PSG une équipe hyper enthousiasmante. Alors on verra s'ils réussiront à terminer le boulot comme on dit, qui sera leur adversaire. Ouais, ça va être une bonne question. Sympa analyse, mais vraie question, tu penses que le grand Marwan Chamakh Prime a sa place dans ce PSG? En tout cas, je sais que Chamakh Prime, tous les jours, c'est titulaire à Arsenal. Après, là, à Paris, il faut peut-être doser, mais là, dans cet Arsenal-là, oui. Évidemment, il n'y a pas trop de débat. Le bon doc. Du coup, on a terminé sur la petite Ligue des Champions. On verra demain ce que ça donnera pour l'Europa League avec Bodo Glimt, Tottenham et surtout le Bilbao United qui m'intrigue énormément. Moi, je vous l'ai dit, de toute façon, j'avais call depuis janvier que Bilbao allait au bout avec la finale en plus à la maison. Donc, ouais, il y a plus qu'à voir si la prédiction se réalise. Et puis en conférence, on a une petite demi-finale bien hipster. Betis Séville face à, comment ça s'appelle, la Fiorentina, et Djurgården, les Suédois contre Chelsea. On peut quand même noter qu'on a deux équipes nordiques en demi-finale de Coupe d'Europe. Je sais pas depuis quand c'est arrivé, mais c'est quand même pas mal. Une équipe suédoise, une équipe norvégienne, donc chapeau à la Scandinavie qui réussit à aller jouer des jolis pronostics dans ces Coupes d'Europe du jeudi soir. Et ouais, hâte de voir ce que ça donne un petit peu. Les amis, je voulais aussi qu'on parle, bien sûr, de ces trophées ENFP. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu aujourd'hui l'annonce des lauréats. Alors, pas des lauréats encore, mais des joueurs qui vont avoir leur sélection et pourquoi pas remporter des trophées lors du dimanche 11 mai prochain. Donc, après la 33e journée de Ligue 1, on sera fixé un petit peu sur les joueurs phares, donc on va revenir sur ça ensemble. Je vais vous donner mon avis. Au global, on sait, je rappelle, pour ceux qui commenceraient à aller sur des petites théories du complot, des trucs à droite à gauche, ce sont les joueurs qui votent, ce sont les coachs qui votent. Les journalistes, les sueurs du foot n'y sont pour rien. Donc, sincèrement, si par exemple, vous voyez pas Tolisso, vous voyez pas Rabiot, c'est que les joueurs ont décidé de mettre d'autres à leur place. Et par exemple, si on parle du top 5 meilleurs joueurs, on a Désiré Doué. Et c'est vrai que moi aussi, Doué n'a pas été titulaire toute la saison, mais ça veut dire que Doué a impressionné beaucoup de joueurs. Et ça, je trouve que c'est quand même un critère à prendre en compte. C'est-à-dire que Doué, il n'a pas été tout le temps titulaire, il n'a pas joué tous les matchs, mais sur l'échantillon de rencontres où il a pu être là, il a épaté son monde. Donc, c'est quand même un critère qui à prendre en compte. C'est-à-dire que les joueurs ont plus été impressionnés par 15 matchs de Désiré Doué qu'une trentaine de Tolisso. C'est injuste pour Tolisso, parce qu'évidemment, Tolisso, il fait une super saison. Il aurait mérité aussi d'être dans les 5. Rabiot aussi. Mais c'est l'avis des joueurs. Et je trouve que c'est évidemment un aspect qu'il faut mettre en avant. C'est pour ça qu'il faut comprendre évidemment d'où viennent ces votes. Moi, j'ai plus de débats sur peut-être les meilleurs entraîneurs. J'avoue que le top 5 des meilleurs joueurs, j'étais là, bon, ok, ça peut en déranger certains, mais moi, je n'étais pas là en mode, vous savez, c'est le scandale du siècle, quoi. Donc, on y va avec le meilleur joueur de la saison. Ah là, qu'est-ce que vous voulez dire? Et encore, j'aurais peut-être plus mis Neves que Vitinha, moi, même si évidemment, il mérite. Hakimi, oui. Dembélé, bien sûr. Doué, alors je sais que certains vont dire il n'a pas assez joué, mais encore une fois, sur
les performances qu'il a pu avoir, c'est quand même quelqu'un qui nous a tous scotché. Et Cherki, je suis très content pour Cherki parce que je pense que hors PSG, pour moi, c'est le meilleur joueur de Ligue 1. Donc je trouve ça logique de l'avoir mis là. Après c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de Parisiens, mais voilà, ils ont 20 points d'avance. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? C'est difficile aussi de lutter contre eux, quoi. Donc c'est à ce niveau-là, il n'y a pas trop de concurrence. Possible. Ouais, Dembous sans pression. Moi aussi, je pense que je le donne à Dembous parce qu'évidemment, c'est un joueur qui peut-être a eu un démarrage un peu lent si on veut être tatillon, mais sur la période décembre jusqu'à la fin de saison, il a enchaîné stats. On a vu une vraie progression, une transformation. Leader d'attaque. Je pense qu'aussi, même si on demande, je pense aux joueurs de juste voter sur l'aspect Ligue 1, ce qu'il a fait en Ligue des Champions et au global sur toutes les compétitions, ça a marqué les esprits. Donc ouais, Dembélé pour moi, il n'y a pas trop de débat. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu intégrer ces 5? Qui a enlevé? C'est toujours la même question. Je vous le dis, oui, je pense que Tolisso, Rabiot, Greenwood auraient pu y être. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas... Ouais, moi j'aurais peut-être plus... Moi, si je parle que... João Neves m'a peut-être plus impressionné que Vitinha. Mais c'est la Ligue 1, donc peut-être Vitinha était... C'est toujours un petit peu de débat, je ne vais pas dire stérile, mais bon, on parle peut-être d'un joueur qui aurait fini 4ème ou 5ème, c'est pas pour le premier, tu vois, le premier, en vrai, il y est, ça, il n'y a pas de... Emega est à 14 buts. Donc, peut-être pas suffisant pour intégrer, mais c'est vrai que certains Strasbourgeois, j'y ai pensé aussi. Je me suis dit qu'André Santos, peut-être, parce que quand même, c'est un joueur qui a été assez costaud, Emega également. Ça parle beaucoup de Dembélé, perso je le donne à Hakimi. Non mais je peux comprendre parce qu'Hakimi a quand même eu un niveau cette saison pareil. Hein. Lui dans le logiciel Lucho, waouh, lui c'est très très fort. TJ Savanier malheureusement il est sur les stats d'Azone avec record de ballons perdus, je ne sais quoi, donc ça va être compliqué. Mais oui, j'ai vu vos messages rigolos. Évidemment, on embrasse Nicolas Palois, Mbala Zola, Étienne Begré. Je ne sais pas si toutes les personnes qui me suivent savent qui est Étienne Begré, mais au moins les Bordelais savent de quoi il s'agit. Ensuite, on a le meilleur joueur français à l'étranger. On a Koundé, Maignan, Saliba, Olysée, Mbappé. Ok. Bah moi, vous savez quoi moi, je le donne à Olysée. Moi, je le donne à Olysée, même si, évidemment, Koundé a été... Ouais, Koundé, c'est vrai. Koundé direct. T'as Olysée quand même... C'est vrai que j'hésitais entre Koundé et Olysée, mais Olysée, sa première saison au Bayern, quand même. Elle est pas mal, hein. Après, c'est difficile de comparer un latéral et un milieu offensif. C'est pas évident, mais moi, Olysée, quand même, il a quand même accumulé beaucoup de stats. Il a été très important dans le Bayern de compagnie, titulaire indiscutable. Mais c'est vrai que Koundé d'abord, pour sa progression, pour son jeu. C'est vrai que Koundé, en vrai, ça me paraît pas choquant. Mais c'est vrai que d'instinct, j'aurais mis Olysée. Après, bon, Mbappé, parce que c'est Mbappé, voilà, c'est l'aura du gars, c'est qu'il a aussi fait des bonnes petites stats. Koundé, ouais, c'est vrai que Koundé a plus de titres. C'est vrai que l'importance du collectif, ça compte. Et le Bayern va normalement avoir qu'une Bundes. Donc peut-être un truc un peu moins mis en valeur. Maignan, c'est... En vrai, Maignan version équipe de France, oui. Mais Maignan version Milan, je suis pas sûr qu'il soit dans les 5, tu vois. Je pense pas que je l'aurais mis. Ouais, ça c'est vrai. Le truc, c'est que si Koundé est indispensable comparé à Olysée qui peut être remplacé dans le jeu du Bayern, alors que si Koundé est sur le banc. Olysée, franchement, il a quand même acquis. Après, tu me dis quel est l'offensif le plus important du Bayern, je te mets Moussiala devant Olysée encore. Mais Olysée, quand même, tu vois, pour moi, il est devant du Niabri, du Coman aujourd'hui, quoi. Donc, c'est pas... C'est vrai que Thuram, peut-être, plutôt que Maignan. Ça aurait été aussi... Ouais, c'est vrai que je pense que là, on aurait peut-être pu enlever le bon Mike, même si, évidemment, on l'adore. Merci pour les services rendus en équipe de France. Mais ouais, je pense que ça aurait été plus logique de mettre là, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, là, pour moi, c'est là où il y a le plus de débats. Bon, d'ailleurs, je crois que ça sent bon. Là, les stats, ça va. Mais là, les stats aussi. Là, je pense qu'on a bien compris qu'il y avait beaucoup, beaucoup de débats. Là, on va voir. Je pense qu'on va pas tous être d'accord.
attention à l'empoignade, ça va être la castagne, ça va être le village d'Astérix qui se prend la tête. De toute façon, indiscutable pour moi, Luis Enrique, Rosseignor. Voilà. Ça, après, je pense qu'il y aura toujours des points divergents. Pélissier aurait dû y être pour moi. Parce que ce qu'il a fait avec Auxerre en tant que promu, avec beaucoup de matchs où il a tapé des gros, je pense que c'est quand même intéressant. De Zerbi qui est deuxième de Ligue 1, c'est quand même dur pour lui parce que De Zerbi, tout n'est pas parfait, mais c'est quand même un coach qui nous a montré de belles choses. C'est un OM qui a marqué à 5 reprises 5 buts cette saison. C'est pas donné à tout le monde. Il n'y a que l'Inter, ou il n'y a que le Bayern et le Barça qui l'ont fait, je crois. Donc ça aurait peut-être été quand même pas mal de le mettre. Ensuite, c'est plus les noms qui sont intérieurs. Moi, pour moi, celui que j'enlève tous les jours, c'est Adi Hutter. Adi Hutter, je suis trop déçu. Même si je trouve que le coach a un discours intéressant, au niveau des résultats Monaco, qui est 4e barragiste par rapport au potentiel, c'est... Et même, enfin, on sait qu'on doit voter que sur la Ligue 1, mais on parle également de Ligue des Champions, sortir en barrage contre un Benfica qui était prenable. Coupe de France, il s'est fait taper par un Reims qui était vraiment très médiocre à ce moment de la saison. Hutter, pour moi, c'est vraiment l'intrus. Moi, je l'aurais pas mis. Voilà. Après, les autres, il y a débat. Genesio, c'est peut-être pas le plus spectaculaire, mais il est 3e avec le LOSC. Une équipe qui n'a pas pu compter, on le rappelle, sur Thiago Santos et Zegrova, qui sont 2 joueurs formidables tout le long de la saison. Et pour moi, c'est 2 atouts en or. Et ça, c'est quand même un gros préjudice pour lui. C'est vrai que ça peut faire UNFP, UNECATES, ça peut faire les copains. Mais Genesio, pour l'instant, il fait mieux que... Fonseca, parce que Fonseca avait fait 5e puis 4e, là pour l'instant il est 3e. Après le problème c'est que Lille peut aussi se retrouver 7e, et c'est aussi le souci de faire ses trophées à ce moment de la saison, c'est que le jugement il peut être forcément biaisé par rapport au classement quoi. Ensuite Eric Roy, il y a beaucoup de débats là-dessus. C'est vrai qu'on parle pas de la saison dernière, on parle de cette saison. L'an dernier Brest 3e, cette saison Brest est 9e. Mais n'oubliez pas qu'à l'échelle de Brest, ça reste l'une de leurs meilleures saisons en Ligue 1. Brest n'a jamais fait 2 top 10 d'affilée. Et même si l'effectif, je trouve qu'il s'est renforcé, ça reste quand même une belle perf de mettre Brest à ce niveau-là. Brest était une équipe qui aurait dû normalement être plutôt à lutter pour le maintien, être ventre mou. Mais c'est sûr qu'ils ont un bel effectif. Quand tu regardes ce qu'ils ont investi pour la Ligue des Champions, tu te dis, bon, c'est pas non plus... c'est pas Angers, quoi. Enfin, désolé pour le manque de respect à Amiens-Angevin, mais c'est vrai que quand tu peux prendre du Ajor, du Sima, t'as toujours ton trio Magnetti, Lesmelou, Camara, mais Eric Roy est l'architecte de cette équipe, et il est encore au top 10. Donc, non, parce que Will Steele, c'est pas les mêmes moyens entre Lens et Brest. Mais... Voilà, je l'aurais quand même pas mis. Moi, j'aurais sorti Adi Hutter et Eric Roy. Et j'aurais mis De Zerbi et Pélissier. Là, c'est ce que j'aurais changé un petit peu pour ça, quoi. Donc, vraiment, ouais, gassé. Non, par contre, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est toi, le doc, un petit Horneland l'année prochaine si la SSE se maintient. Ouais, Horneland, il a vraiment le profil du coach qu'on peut retrouver dans une sélection UNFP. J'y ai pensé aussi. Après, il faut espérer évidemment que la SSE se maintienne. Mais Horneland, peut-être, on lui souhaite en tout cas. Parce que ce serait évidemment une belle réussite pour lui. Mais ouais, je vous le dis. Après, je pense que Luis Enrique va l'avoir. Parce qu'évidemment, il a fait le record d'invincibilité du PSG à l'extérieur. Pas le record d'invincibilité tout court. Je pense que là, il n'y aurait pas eu de débat. Il a fait quand même progresser le PSG. Il termine avec une belle longueur d'avance. Même si on sait que le PSG est dans une autre dimension. Mais on a vu d'autres entraîneurs parisiens beaucoup plus galérer. Après, si Rosseignor là, je suis aussi en accord pour lui donner. Parce que vous connaissez moi mon avis à la base sur Strasbourg. Je pensais pas qu'il pourrait faire une aussi belle saison. Je pensais que Rosseignor sauterait en cours de saison. Et tant mieux si je me suis trompé. Parce qu'on est aussi là pour être
dans le doute et passer pour des idiots. Et voilà, je pensais pas que Rosseignor, la mayonnaise, prendrait à ce point. Et là, c'est vraiment une des équipes les plus séduisantes de Ligue 1. C'est dans le top 3 des équipes les plus intéressantes de Ligue 1. Et ce qu'il a réussi à faire avec ce groupe jeune, à faire progresser énormément de joueurs, à même faire des petits ajustements tactiques, Diego Moreira en piston, Valentin Marco au cœur du jeu. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce Strasbourg qu'un laboratoire qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, c'est aussi tout à son mérite. Donc pour moi, si Luis Enrique est là, super. Si le Rosseignor là aussi, super. Je pense que c'est bien sûr, voilà, je vais pas dire un même pied d'égalité. Je pense que Luis Enrique l'aura, mais si c'est Rosseignor, ce serait aussi un bel accomplissement pour lui. Ah, les gardiens. Alors là, les gardiens, on a donc Chevalier, Perry, Petrovic, Rouli et Donnarumma. Le truc, c'est que il y en a qui ont eu des états de forme disparates. Par exemple, je trouve que Rouli a été incroyable sur la première partie de saison, un peu plus en retrait par la suite. Petrovic a été excellent sur la deuxième partie de saison. La première, ça a quand même mis du temps, tu vois. Chevalier, je l'ai trouvé beaucoup plus performant en Ligue des Champions qu'en Ligue 1, même si ça ne veut pas dire qu'en Ligue 1, ça a été, voilà, moyennasse. Donnarumma, il y a l'alternance avec Safonov. Et Perry, pourquoi pas, mais j'ai pas été plus impressionnant. Enfin, c'est un très bon gardien, mais aucun n'a été constant. C'est ça en fait, il n'y a pas de mec, tu vois, qui sort plus que ça du lot. Par contre, ouais, j'aurais quand même, à la place de Perry, j'aurais mis Evan Diouf ou Donovan Léon. Même Fofana, c'est vrai qu'il était peut-être pas loin, mais pour moi, en vrai, Evan Diouf, j'hésite toujours sur quel va être mon gardien de la saison, parce que même moi, je suis en pleine réflexion. Je ne sais pas qui aura ce rôle-là, mais ce qui est sûr, c'est que Evan Diouf, si Reims est en position de se maintenir, c'est quand même très très fort. C'est très très fort. Rouli ou Petrovic Petrovic quand même, je sais pas. En vrai, Rouli a été très très fort de août à décembre. Petrovic a pris le relais. Je sais pas trop. Après, oui, c'est vrai qu'à tout moment, c'est Donnarumma qui le prend parce que bah, les joueurs votent et que c'est vrai que Donnarumma, c'est le nom qui parle à tout le monde. Non, mais Perry n'a pas été mauvais, tu vois. Mais cette saison, j'avoue, j'étais plus marqué par Evan Diouf et Donovan Léon que Perry. Voilà, si je devais juste faire sortir quelqu'un de ce top 5, c'est là où je m'écris. Après, Donnarumma, c'est en Ligue des Champions qu'il était pour moi aussi le plus épatant. À voir. À voir qui l'aura. J'avoue que là, pour cette catégorie, là, si je devais choisir un des 5, moi, ce qui est sûr, c'est que sur le 11 de la première partie de saison, j'avais mis Rouli. Et sur l'ensemble de la saison, c'est difficile. Petrovic est quand même un beau candidat. Il n'y en a pas un qui a été plus constant. C'est difficile, hein, franchement. J'ai un petit peu du mal à me positionner là-dessus, quoi. Faites voir juste, vous, c'est quoi votre avis sur le gardien qui doit l'avoir. Hop. Là, moi, je suis en pleine hésitation. Je suis vraiment... En fait, pour moi, c'est du 50, 50, 50 partout, quoi. C'est du 20, 20, 20, 20, si vous préférez, quoi. Parce qu'il n'y a pas un mec, en plus, où je me dis, tiens, il y a... Tu sais, c'est tout à l'heure, Dembélé, il nous mettait tous d'accord, quoi. Donc, à voir ce que ça fait, mais... Rouli était... Ouais, c'est dur pour Rouli, quoi. Parce que, franchement... En fait, Rouli et Petrovic, ils ont pris quand même pas mal de petits buts. Je crois que si on parle de ces défenses-là, c'est peut-être celles du top 5 avec l'OL qui ont pu s'encaisser, non But contre 43, Strasbourg 38. Bon, est-ce que ça veut dire quelque chose? Ouais, je sais pas. Peut-être pour la découverte, je mettrais Petrovic, mais vraiment, c'est juste comme ça, histoire de trancher, quoi. Parce qu'il n'y a pas non plus, tu vois, de trucs qui me sautent aux yeux perso à ce niveau-là. Ah, le meilleur jeune. Bon, pour moi, Ben Seguir, je suis désolé, mais autant il a bien commencé la saison, autant la deuxième, ça a été vraiment l'essoufflement. Pour le reste, bah, ça me va. Santos, Boadi, Neves, Doué. À la place de Ben Seguir, je pense que j'aurais peut-être mis Malik Fofana de l'OL, parce que vraiment, même s'il a eu des petits pépins physiques, ça a été assez chaud. Doué pour moi, je pense que ça va être entre Doué et Neves. Comme Neves n'a pas été dans le top 5 des joueurs, peut-être lui, mais c'est vrai qu'André Santos, c'est quand même un sacré élément. Là, pareil, c'est chaud. Hein.
Ça va être Doué. Moi, je pense que Doué. En fait, c'est ça, c'est que c'est les joueurs qui votent. Et je pense que Doué a marqué beaucoup de monde. Même si peut-être ces joueurs-là ont oublié qu'elle n'a pas été forcément titulaire d'août à novembre. Mais peut-être sur la régularité, peut-être un Neves qui a été quand même très très fort. Ou Santos qui est quand même un milieu de terrain qui a des stats très élevés, que ce soit au niveau des buts ou de la récupération. C'est chaud quoi. Stassin, oui, Stassin, oui, Stassin, c'est vrai que par rapport à Ben Seghir, c'est vrai que j'ai cité Fofana, mais Stassin, c'est vrai qu'il aurait mérité aussi sa petite place. Ouais, j'hésite entre Neves et Santos. C'est difficile de trancher entre les deux, parce que les deux, en fait, ont de très beaux arguments dans chacun de leur registre, leur dimension. Donc, à voir. Peut-être je mettrai Neves. Bref, après, c'est chaud, quoi. Parce que Santos, c'est vrai que il nous fait quand même une saison assez XXL, quoi. Ah là là. C'est pas simple, ces petits débats, hein, parce que là, il y a beaucoup de joueurs à trancher, beaucoup de mecs ont leur mot à dire. Donc, vraiment, bon, allez, peut-être pour sa saison, parce que vraiment, il a même. Neves, enfin, justement, je les confonds, mais André Santos, il a quand même réussi l'exploit d'être capitaine alors que c'est un joueur prêté. Ça, c'est quand même un truc assez inédit dans l'histoire du foot. Donc, rien que pour ça, pour l'aspect un peu anecdote folle, je vais le mettre. Allez, je vais lui donner son titre, mais bon. Vous avez bien compris que pour moi, c'est vraiment du gros kiff-kiff entre Neves et Santos, quoi. Je vais juste aller sur la Ligue 2 parce que, autant, bon, gardien, je suis pas tout. Par contre, je trouve que c'est vraiment chaud de ne pas avoir mis l'entraîneur de Dunkerque, Luis Castro, parce que Dunkerque, il y a 1 an et demi, ils étaient en position de relégable et il les a montés pour jouer les playoffs de coupe de Ligue 2. Il a fait demi-finale de Coupe de France. Vraiment, c'est là où je me dis c'est dommage de ne pas l'avoir mis dans cette sélection de 5, rien que pour récompenser Dunkerque, même s'il y a le gardien Ortola qui est parmi les 5 meilleurs portiers. Mais Luis Castro, ce qu'il a réussi à produire avec cette équipe, je pense que ça méritait un petit peu sa belle mention dans celui-là. Moi, je mets Faisal Amari pour sa sortie sur supporter de Caen. C'est vrai que la sortie de Faisal, la mère de Mbappé, propriétaire de Caen, c'est quelque chose. Ouais, Pantaloni, c'est solide. C'est vrai que Pantaloni, c'est solide. Après, c'est un très bel effectif à Lorient. Pareil avec le PFC, même si Stéphane Gilly, c'est un mec un peu plus méconnu. Donc, à voir. Mais oui, moi, je pense que j'aurais Tej Ripoll pour mettre Luis Castro. Et je pense que Luis Castro aurait été mon coach de la saison. Mon coach de la saison tout court, quoi. Mais je pense que Pantaloni va gagner, ouais, parce qu'il va être champion, parce que voilà, c'est sa 3e montée avec un autre club différent. Enfin, il a fait 2 montées avec Ajaccio, une avec Lorient, 3e montée en tout. Donc, ouais, je pense qu'il a pas mal marqué les esprits dans ce sens. Votre avis, juste sur le gardien de but, par rapport à tout à l'heure. Pour vous, c'est Rouli à 30%, devant Petrovic, Chevalier 22%, Perry 15%, Donnarumma 11%. Luis Castro, c'est Dunkerque, exactement l'ami. C'est bien ça. Donc voilà, je voulais revenir tranquillement avec vous sur ces trophées UNFP, histoire de voir ce que ça donne. Et on rappelle qu'évidemment, la cérémonie aura lieu le dimanche 11 mai. On verra d'ici là ce qui aura été tranché par les différents acteurs du football. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette soirée récap Ligue des Champions avec moi. Toujours un plaisir d'être avec vous. Demain midi, on sera avec la bande d'hors-jeu pour revenir encore une fois sur ce dernier carré de LDC, pour avoir d'autres analyses avec Bruce Braque et Kanto. Donc voilà, on sera ensemble pendant une bonne heure. En plus, on est le 1er mai pour nous. Il n'y a pas de jour férié, non. C'est fête des travailleurs, mais on est présent évidemment pour vous divertir, assurer la continuité. Merci en tout cas, encore une fois, de m'avoir suivi. N'oubliez pas d'aller suivre tous les contenus sur YouTube, TikTok, en podcast, etc. On est partout. Et puis moi, je vous souhaite une très très bonne soirée les amis. Je vous dis à très vite. Salut!